C'est donc la 26e audition et nous recevons à la fois l'UPFI et le SPPF. Nous recevons Stéphane Bourdoiseau, qui est le président de l'UPFI. Nous recevons Marc Tenon, qui est le président du SPPF, Emmanuel de Burtel, du bureau de l'UPFI, et Jérôme Roger, qui est à la fois une espèce d'agent double entre l'UPFI et le SPPF. On va donc vous écouter tous quatre et on sera amené, mes amis et moi-même, à vous poser un certain nombre de questions. D'accord. Donc moi c'est Stéphane Bourdoiseau, bonjour. Peut-être une rapide présentation de qui on est, parce que derrière ces sigles se cachent des structures, des hommes, une partie d'une filière musicale en fait. Nous on est les producteurs indépendants, développeurs indépendants de musique et d'artistes. Et en particulier, on représente aujourd'hui la partie musique enregistrée, sachant que la plupart des structures que nous regroupons opèrent aussi dans les deux autres principales parties de la filière musicale, que sont le spectacle vivant et l'édition musicale. Alors, les producteurs et labels indépendants, en général, sont la partie de cette filière qui représente ce qu'on appellerait le 20-80, mais plutôt le 80, c'est-à-dire 20, en fait c'est pas 20, c'est plutôt une espèce de 35-65, et d'ailleurs la tendance est plutôt à l'artisanat et à l'indépendance dans cette filière en crise, mais on a, je dirais, 60-65% des artistes et des répertoires, mais on a plutôt que 35% des chiffres d'affaires. On a plutôt 65% des hommes, enfin des équipes, des salariés, des emplois, voilà, c'est le mot que je cherche. On représente plutôt la diversité que la concentration. Voilà. Alors, en termes de représentation syndicale, il y a un syndicat qui regroupe les 3 multinationales du secteur, 4 multinationales du secteur, 2 sont en train d'essayer de se marier. Il y a une autre position syndicale qui regroupe que des indépendants aussi comme nous, mais plutôt les très petits indépendants. Nous, on représente, je dirais, les indépendants, on doit avoir une centaine de structures, et on est les indépendants qui sont juste derrière les 3 ou 4 multinationales. Voilà. Avec évidemment une capacité assez forte par rapport aux très petites structures à développer des artistes emblématiques de la musique française, voire mondiale, puisque certains de nos artistes sont de renommée et réputation mondiale. On travaille des fois d'ailleurs des artistes de l'extérieur, en France, voire en France et dans d'autres territoires. Donc voilà pour une présentation rapide de qui on est. Vous voulez ajouter quelque chose? Simplement dire que la SPPF, elle, gère les droits des producteurs indépendants et qu'elle a une représentation sensiblement plus large que l'UPFI. On a un nombre considérable de structures. Jérôme Oui, on peut dire, pour être juste un tout petit peu plus précis, je vais vous remettre une petite fiche signalétique du poids des indépendants sur les repères pertinents. Compléter juste ce que vient de dire Stéphane, on peut considérer qu'il y a 1 millier de PME et de TPE qui ont pour principale activité la production phonographique, si l'on en juge notamment le critère de déclaration d'un nouvel enregistrement annuel aux 2 sociétés civiles, la SPPF principalement, mais aussi la SCPP qui regroupe un certain nombre d'indépendants, ou qui déclarent un minimum de ventes annuellement. Donc c'est un critère d'activité qui permet de mesurer la population des indépendants, dont 600 entreprises qui emploient au moins un salarié. On considère qu'il y a 4000 emplois directs, 2000 à peu près chez les majors, un peu moins aujourd'hui, 2000 et quelques chez les PME et les TPE. Et effectivement, pour être très précis, en prenant la source GfK, l'instrument de mesure des déclarations des ventes de détail sur le marché physique et numérique, les indépendants en 2010 représentaient 32,8% de part de marché en vente physique et numérique, hors licence, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de projets d'indépendants qui sont exploités en licence par les majors et qui ne rentrent pas dans cette part de marché.
et à peu près 78%, c'est pas à peu près 78% des agréments provisoires et définitifs qui sont délivrés au titre du crédit d'impôt, qui est aussi un instrument de mesure de l'activité sur le périmètre des nouveaux talents, versus 22% pour les majors. Et pour terminer, par contre, là, il y a un goulot d'étranglement qui est l'exposition radiophonique, aussi un critère de diversité d'activité et de concentration du marché. Les indépendants, eux, ne représentent par contre que 25,6% du nombre de diffusions de nouveautés, de titres nouveaux en radio, selon la source Observatoire de la musique, bilan 2011. Alors qu'on peut trouver chez eux une diversité en matière de direction artistique, puisqu'on va dans tous les mondes, hein, nos maisons de disques représentent des musiques du monde, musique classique, musique électronique, musique de danse et musique urbaine. Donc on a un prisme très large en matière artistique, beaucoup plus large, à mon avis, que les majors. Il faut savoir aussi que dans notre monde d'indépendants, vous avez à la fois des distributeurs, des gens qui s'occupent de la distribution, vous avez des distributeurs producteurs, vous avez des producteurs. En grande partie, il faut savoir qu'on a des producteurs, que le digital nous a aidé à être plus indépendants que l'on était auparavant en contrôlant notre distribution digitale pour beaucoup de nous et en pouvant donc rattraper un petit peu l'hégémonie des majors qui contrôlaient en grande partie le monde physique à travers les réseaux des hypermarchés qui ont été développés dans les années 85-95 et où la place était achetée. Hein. Voilà. Un peu comme la radio aujourd'hui. Ok. Alors, notre filière musicale, et en particulier la partie musique enregistrée, est un secteur qui est marqué par deux évolutions majeures au cours des 10 dernières années, peut-être 20 dernières années, pour l'une d'entre elles. La première évolution, c'est évidemment la transition vers le numérique. Donc c'est une révolution de la distribution. Et la deuxième est ce phénomène de mondialisation-concentration qui est accéléré par cette transition vers le numérique et qui peut poser un certain nombre de difficultés ou de problématiques en matière de concentration-diversité. Voilà, des opérateurs, tant au niveau de la production, de l'accès aux artistes, de la production, du développement, donc de l'exposition et de la distribution. Voilà. Et ce sont deux mouvements que l'on peut rencontrer, ou deux problématiques, deux thèmes principaux que l'on peut rencontrer dans d'autres industries créatives de contenu numérisable. Et donc on a eu tendance, notamment depuis 4-5 ans, que cette transition vers le numérique s'est accélérée. On a eu tendance à regarder ce qui s'est passé dans les autres industries créatives, en France et à l'étranger, et on a trouvé des similitudes dans l'identification des problématiques et dans les tentatives de réponse à apporter à ces problématiques. Encore une fois, transition vers le numérique, mondialisation, concentration. Alors la transition vers le numérique, aujourd'hui, l'état des lieux, c'est qu'on peut se poser la question de deux façons. C'est qu'est-ce qui se passe pendant la transition et à quoi aboutit-on à la fin. Pendant la transition, on a une problématique qui est celle de la régulation de l'accès au contenu sur le réseau avec les nouvelles technologies et la problématique du piratage. Okay. Et ce que l'on constate, c'est que la création de valeur dans l'univers numérique est amputée par cette problématique, alors que la destruction de valeur dans l'univers historique du physique est mise à mal par l'arrivée de ces nouveaux accès au contenu numérique. Et que l'écart est assez important, ça veut dire que les marchés globaux, donc les revenus que peuvent tirer les industries créatives de cette transition, s'amoindrissent d'année en année depuis 10 ans, et très particulièrement pour le domaine de la musique enregistrée.
Donc il convient évidemment dans cette transition de mesurer ce qui a vocation à disparaître totalement et qu'il n'est pas intéressant de sauver, parce que ça n'existe pas dans l'avenir, de ce qui est intéressant de sauver. Encore une fois, le numérique, c'est une révolution de la distribution, de l'accès au contenu de la distribution. Ce n'est pas une révolution, en tout cas dans sa phase réseau Internet, ce n'est pas une révolution de la production. Plutôt une dévolution. Ouais. Au niveau du son, tout le monde dit aujourd'hui. Au niveau du son, on perd en son, mais on gagne en diffusion. C'est la barbarie. C'est un aspect qualitatif aussi qu'on peut observer sur l'arrivée du numérique dans les outils de production. Alors évidemment, il y a quand même une facilité à produire liée à certains outils numériques. Je dis bien à produire, pas distribuer. Distribuer, on est d'accord, c'est une révolution. Mais sur la production, il y a une capacité avec des outils technologiques de produire de la musique. Ensuite, il y a une question qu'on peut se poser aussi, c'est la qualité de ces outils, le son que ça procure, enfin, voilà. Le contrôle du producteur sur le son, en fait. Aujourd'hui, on a perdu le contrôle, entre guillemets, de la production, au sens du son. C'est plus nous qui définissons exactement le son, alors que, rappelez-vous qu'au XIXe siècle, les phonogrammes, les producteurs de phonogrammes étaient devenus les producteurs des enregistrements. Les éditeurs étaient au départ des chansons, ensuite les producteurs de phonogrammes sont devenus un petit peu les leaders et contrôlaient la fabrication jusqu'à Philips qui vend son usine qui vend sa maison de disques pour le lancement du CD vierge et du DVD vierge. Tout d'un coup, il y a une vente donc un tournant. Non, et la deuxième chose que je voudrais ajouter juste, c'est qu'il y a aussi un effort en matière pour les indépendants, un effort en matière d'emploi. On a très tôt créé à l'intérieur de nos sociétés on a gardé l'outil physique qui était toujours vital puisqu'on vous a donné les rapports entre l'outil et le digital, et en même temps on a développé les équipes digitales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on travaille sur 2 équipes de distribution qui ont souvent des vécus, des expériences totalement différentes. C'est-à-dire que vous ne passez pas un représentant physique à la phase digitale comme ça. Donc on a pris, nous, le risque en tant qu'indépendants très très tôt, même plus tôt que les majors qui ont réussi à faire des économies d'échelle au niveau mondial, à créer des équipes digitales à l'intérieur même de nos sociétés. Alors que pour YouTube, les deals YouTube, ils sont faits aux États-Unis, ils ne sont pas faits en France pour Universal. Pour nous, ils sont faits chez Vagram ou chez Atmosphérique. Alors il y a cet aspect, pour essayer de garder la ligne là, cet aspect de qu'est-ce qui se passe pendant la transition, qui est un point, et ce qu'on identifie nous, ce qu'on observe dans le secteur de la musique enregistrée, c'est qu'il y a une baisse significative des revenus. Je crois qu'on est à moins 50-60% depuis 10 ans. C'est-à-dire que jamais l'arrivée du numérique n'a été capable de se substituer à la baisse du physique. On n'en est pas encore là. Et par conséquent, il convient de voir comment on traite ce qui nous intéresse de conserver dans cette phase de transition et de décroissance. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est à quoi on aboutit. Quelle est, dans l'univers numérique, la taille du marché auquel on va aboutir par opposition à ce qu'on avait dans l'univers du physique. Est-ce que c'est sur un indice 100, on va considérer que dans les années 2000, 2002 en France, 2000 aux États-Unis, on avait le marché de la musique le plus important qu'on ait jamais connu. Okay, une croissance qui avait lieu depuis 20-25 ans, et notamment depuis l'arrivée du CD, du concept de la compilation, un certain nombre de choses. Indice 100 en 2000, aujourd'hui on a un indice 40, on va dire, on a perdu 60%. À quoi on va aboutir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Aujourd'hui, alors évidemment, c'est une mise en perspective qui est extrêmement difficile, mais l'on constate néanmoins que les hypothèses selon lesquelles le revenu de la musique enregistrée
dans l'univers du numérique, puisse avoir un indice très inférieur à ce qu'on a connu dans l'univers du physique, sont des hypothèses avec une probabilité assez importante. Pourquoi? Parce que l'accès au contenu n'est pas protégé. La propriété intellectuelle et le droit d'auteur n'est pas protégé dans l'univers numérique autant qu'elle l'est dans l'univers du physique, où là elle est protégée, elle est cloisonnée, elle est enfermée dans quelque chose qui certes était copiable avec des cassettes vierges analogiques dans un premier temps. Il y avait 2-3 trucs aussi dans le digital, des CDR et tout, mais la dimension numérique réseau, numérique plus réseau, outil numérique plus réseau, fait que c'est un univers qui est beaucoup plus difficile à verrouiller, si c'est un terme qu'on peut prendre. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait en face de cette hypothèse, parce qu'à ce stade, ça n'est qu'une hypothèse, et sachant que la conséquence de cette hypothèse, donc qui est celle d'un accès au contenu plus facile et globalement moins cher, je dis bien globalement moins cher, c'est-à-dire que je fais une moyenne entre ce qui est vendu et rémunérateur et ce qui est gratuit, voire pris illégalement gratuitement. Donc gratuitement payant, gratuitement légal, je veux dire, ou gratuitement illégal. En moyenne, ça fait moins. Si ça fait moins, la contrepartie de ça, c'est que ceux qui disposent d'outils technologiques ou de réseaux vont pouvoir avoir accès à ces contenus à un moindre coût. Ceux qui vendent les outils et les réseaux bénéficient pour déployer leurs activités de ce prix plus raisonnable et accessible des contenus. Donc, nous, notre équation, elle est simple. À l'arrivée, évidemment dans cette période de transition, c'est indéniable, mais à l'arrivée, il y a une hypothèse assez forte pour que le marché de la musique enregistrée soit beaucoup moindre que ce qu'il a été, et les opérateurs qui en auront profité largement sont le public et ceux qui vendent les outils technologiques au public. Les réseaux notamment. Les réseaux et les devices et l'ensemble des outils techno. Voilà, alors ça c'est pour une présentation globale, donc nous on se range à côté de l'ensemble des industries de contenu en face de ces problématiques. Alors on dit assez souvent que l'enjeu sociétal est gigantesque si l'on inclut dans le périmètre de l'économie numérique l'ensemble des industries de contenu. Alors c'est quoi les industries de contenu et je voudrais minimiser le caractère industrie de ce concept. Le contenu, c'est quoi? C'est quoi le contenu numérisable auquel les gens ont accès? Traditionnellement, on va rapidement parler de cinéma, de musique, de livres, mais ensuite on parle de quoi? D'information, d'audiovisuel, de la connaissance, de l'éducation, du programme éducatif, de la formation continue. Si on prend l'ensemble des investissements ou de l'activité économique qui inclut ces industries de contenu, donc cette définition-là, je pense qu'on se situe entre 60 milliards et 100 milliards. L'éducation, rapidement, on peut parler de choses assez extraordinaires. Si on y rajoute les industries de contenu qui permettent, et les industries technologiques et les opérateurs de réseau qui permettent ce mariage et cet accès à la connaissance, ce mariage Internet, contenu, accès à la connaissance, on y rajoute les 50 milliards de telco, plus l'ensemble des industries, tablettes, devices, etc. On arrive à un périmètre d'ensemble qui pèse 150 milliards. Je vous rappelle que le PIB de la France, c'est 2000 milliards. 150 milliards, 2000 milliards. 7,5%. En termes de valeur ajoutée économique, voilà de quoi on parle. En termes de valeur ajoutée sociale, on a très peu d'indicateurs qui nous permettent de mesurer précisément sur ce périmètre qui est assez peu évoqué d'ailleurs. On parle assez peu
mariage Internet, contenu, combien ça pèse. Donc les chiffres sur les emplois sont probablement plus difficiles à estimer, mais on parle de ça. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, non, je voudrais, si tu as terminé sur le constat. Non, je voudrais dire un dernier truc qui me paraît très important, c'est que donc on parle de cette transition monde d'hier, monde de demain, on parle de cette image à l'arrivée, on replace ça dans un contexte plus global, sociétal, économique, social. Alors je vous passe le culturel, et éventuellement politique, démocratique, mais enfin quand même, c'est pas anodin. Le dernier point que je voulais évoquer, c'était dans le domaine de la musique et de la musique enregistrée dans cet ensemble, la mutation pour faire naître la partie musique dans ce modèle, cette mutation elle est faite. Dans la musique, il n'y a plus aucun problème sur la disponibilité de la totalité des répertoires. Je dis bien la totalité des répertoires. On n'est pas comme dans le cinéma avec un modèle qui est encore contraint par une chronologie des médias qui pèse énormément dans le modèle économique. Donc la totalité des répertoires est disponible depuis déjà quelques années sur iTunes, sur Spotify, sur YouTube, sur tous les modèles légaux. Des mécanismes nouveaux arrivent. Alors aujourd'hui, on est sur du téléchargement, du streaming par abonnement, du streaming publicitaire, mais on a... Pardon ? Et effectivement, mais la piraterie, encore une fois, les usages sur les fenêtres légales sont des usages massifs. C'est-à-dire qu'on a plusieurs millions de personnes qui téléchargent sur le modèle iTunes. On a, je crois, une dizaine de millions qui streament sur de l'audio. On a 25 millions qui streament sur la vidéo. Hein. YouTube en France, c'est 25 millions d'utilisateurs. Je rappelle qu'en France, on est 65 millions qui a des bébés et des grands-mères. Donc, des gens en âge de s'intéresser au contenu dont on parle, si on exclut les bébés, et ça fait quand même une partie massive de la population qui ont accès à des contenus, à la totalité des contenus musicaux sur les fenêtres légales. Et il doit y avoir encore quelques pratiques illégales, mais enfin, le chemin parcouru depuis 2-3 ans est énorme. Sachant qu'il y a un autre concept ou une autre idée qui me paraît intéressante aussi, c'est l'intérêt, et en particulier dans la musique, qui est un contenu, je dirais, qui se consomme de façon répétitive. C'est-à-dire qu'un film, on le voit une fois, on ne va pas le voir 2 fois, en tout cas pas dans la même journée. Un titre de musique, on va l'écouter une fois, puis éventuellement on va l'écouter 30 fois dans la même journée. Et on va l'écouter 30 fois, éventuellement pas seul. On va l'écouter avec des potes et on va éventuellement s'identifier ou créer sa propre identité à partir de ce que l'on écoute et à partir de ce que l'on échange avec des potes. Donc la musique est quelque chose qui se partage. Hein. Et cette notion de partage est une notion qui a été évoquée assez largement, qui a donné une prolongation sur un concept qui nous a tous surpris, qui s'appelle l'échange non marchand. Mais l'échange non marchand, c'est le partage de la musique entre personnes qui s'identifient à une même musique et créent un lien social entre eux à partir de ça. L'échange non marchand est aussi un modèle que la musique a mis en place de façon légale. C'est-à-dire que un opérateur comme Facebook, qui, je crois, est le réseau social qui est le premier à dépasser le milliard d'abonnés, ou je ne sais pas comment, d'utilisateurs, d'inscrits, depuis que tout ce monde magnifique existe. Facebook, qui est donc un réseau social où on échange, où on partage, a inclus dans son modèle la possibilité d'échanger et de partager de la musique en
uploadant, je ne sais pas quel est le terme technique exact, hein, je suis un peu trop vieux moi maintenant, mais en mettant à disposition des fenêtres de type Spotify ou Deezer, c'est-à-dire des accès à la totalité des contenus musicaux sous forme de streaming, et le milliard d'inscrits sur Facebook ont cette possibilité d'échanger de la musique à travers Deezer ou Spotify, c'est-à-dire des fenêtres de streaming légales, de façon non marchande. Donc l'échange non marchand légal est actuellement possible et utilisé de façon significative dans le monde de la musique numérique que cette filière a organisée depuis 5 ans, 10 ans. Voilà, donc c'est juste pour dire, pour nous, le modèle d'accès à la musique est là, dans l'univers numérique, et massivement utilisé par les populations. Je voudrais juste compléter ce que vient de dire Stéphane avant de passer ensuite à l'exposé sur nos attentes et nos demandes concernant le cadre juridique et légal de protection des contenus, notamment de la musique enregistrée sur les réseaux. Je voudrais juste évoquer 2-3 points. Le modèle des revenus des producteurs de phonogrammes a évolué en 10 ans d'un modèle mono-revenu vers un modèle multi-revenu. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de la décroissance du CD, de l'évolution du numérique, mais sur un revenu qui faisait 1,3 milliard prix gros hors taxe net éditeur de phonogrammes en 2002, c'est-à-dire le pic du marché, c'est-à-dire le summum de revenus qu'on a pu connaître historiquement en France, on est passé à 522 l'an dernier, auquel il faut rajouter les droits voisins qui représentent à peu près une centaine de millions, 94 pour être précis. C'est-à-dire que dans le monde d'hier, le producteur vivait de la vente de CD. Depuis 10 ans, il vit moins de la vente de CD, il vit également de la vente de fichiers numériques et de plus en plus du stream par voie d'abonnement ou monétisé par voie publicitaire. Il vit également, ce qui représente à peu près 15% de ses revenus, de ce qu'on appelle les droits voisins gérés collectivement, copie privée, rémunération équitable, vidéo-musique, droits exclusifs qui sont gérés collectivement, mais il vit également de synchronisation, il vit également ce qu'on appelle un peu pompeusement le 360 degrés. Les indépendants ont été d'ailleurs les premiers à l'organiser sans le crier sur les toits, et donc ce modèle multi-revenu, il est très important dans le modèle économique de ce qu'on appelait auparavant une maison de disques. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que cette évolution du marché du numérique, elle se caractérise par à la fois des modèles payants, mais aussi des modèles gratuits. C'est-à-dire que quand Stéphane évoquait le modèle de consommation, diffusion, distribution de musique à l'ère du numérique, vous avez aujourd'hui un modèle économique dont les repères sont assez bien organisés, assez stables. C'est le modèle du téléchargement à l'acte, confère à un modèle d'iTunes, qui représente 70% à 80% du marché en France et au niveau mondial. Vous avez aussi le modèle du stream qui s'organise de plus en plus autour d'un modèle d'abonnement et de ce qu'on appelle le modèle du freemium, c'est-à-dire un mix de gratuit et de payant, avec un objectif majeur pour les éditeurs phonographiques, c'est de convertir ce modèle d'usage croissant versus le téléchargement vers un modèle payant. Et ça, c'est un pari qui n'est pas encore gagné d'avance parce que les acteurs présents sur ce marché, comme Spotify, Deezer, qui sont les principaux, qui sont les leaders sur ce marché, n'ont pas encore réussi à convertir un modèle d'audience, c'est-à-dire j'écoute un titre en stream, mais est-ce que je vais m'abonner en payant entre 4,99 et 9,99 € pour avoir un accès sans aucune restriction et sans être pollué entre guillemets par des messages publicitaires, d'où effectivement l'objectif de restreindre l'écoute gratuite pour pousser ces consommateurs vers un modèle d'abonnement, donc un modèle d'usage durable dans le temps, avec également une troisième problématique qu'on n'a pas adressée, qui est sur les sites communautaires, une consommation de musique considérable. YouTube en France, c'est 25 millions
de visiteurs uniques par mois, qui n'écoutent pas tous de la musique, hein, mais c'est une audience considérable. Il n'y a aucune radio qui a une telle audience. Vous avez également Dailymotion qui est loin derrière, mais qui représente à peu près 15 millions de visiteurs uniques. Beaucoup de ces internautes vont consommer de la musique, mais ils la consomment de façon gratuite. Alors avec des modèles de monétisation, notamment des vidéomusiques, mais aussi avec un angle mort, on aura peut-être l'occasion de l'évoquer tout à l'heure encore, qui soit se caractérise par de la piraterie, soit par des modèles de consommation qui ne sont pas monétisés et qui ne donnent pas lieu à une rémunération pour les ayants droit, notamment les producteurs. Voilà, je voulais juste compléter ce tableau, passer au cadre juridique et légal. Juste là, effectivement, c'est un peu la présentation générale qu'on fait de l'étape où on en est dans notre filière et replacée dans un contexte plus large. Mais donc, à partir de cette présentation générale, nous, il y a deux choses qui nous intéressent principalement. C'est sur la base d'un constat selon lequel la musique, les catalogues, l'accès à la musique, c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui et est utilisé massivement par les publics, le public, les publics. Il nous paraît absurde de casser ça et plutôt intéressant de préserver, voire consolider ce cadre. Hein. Donc, évidemment, je fais référence à la partie juridico-légale. Donc, si on a réussi à créer des modèles, si on a réussi à mettre les catalogues en ligne, c'est parce que depuis un certain nombre d'années, un cadre juridico-légal mondial, hein, puisqu'on est sur une directive OMC de 96, une transposition de cette directive dans le droit communautaire, des adaptations locales dans les pays de la communauté européenne, dont en France, par voie de loi DATSI, c'est la transposition quasiment telle quelle de la directive européenne et qui a eu lieu en France en 2006, et une adaptation de cette loi qui a créé la Hadopi en, je ne sais plus quelle année. En 2009. En 2009. Voilà, globalement, en France, comme dans l'ensemble des pays du monde, il y a un cadre protecteur de la propriété intellectuelle, de la propriété dans l'économie mondiale générale, mais donc propriété intellectuelle dans son volet intellectuel et littéraire artistique dans son volet culturel. Bon, voilà. C'est ce cadre-là qui a fait que et des opérateurs technologiques ont créé des modèles dans l'univers numérique et que les industries de contenu, et pour nous la musique, ont apporté leur catalogue à ces opérateurs qui ont créé des modèles parce que l'ensemble, les opérateurs techno et les industries de contenu ont considérer qu'avec un tel cadre, il était possible de construire, de développer et de créer des modèles vertueux sur ces nouveaux outils pour rencontrer les publics et satisfaire les publics et évidemment les artistes. Okay. Donc le cadre juridico-légal est évidemment un des aspects principaux de ce qui nous intéresse dans cette discussion. Et la deuxième partie, qui retourne à la première partie de ma présentation, c'est compte tenu d'une probabilité ou d'une hypothèse forte que, à la fin, les revenus de la musique enregistrée, les revenus des contenus dans l'univers du numérique risquent ou peuvent être très inférieurs à ceux qui existaient dans l'univers du physique, et qu'un certain nombre d'opérateurs vont profiter de cette incapacité à valoriser mieux ces contenus. Valoriser les contenus, ce n'est pas pour s'acheter des piscines, c'est pour créer de la diversité, produire des contenus éducatifs, musicaux, cinéma, de l'information de qualité, des livres,
œuvres et des créations qui vont marier et de l'image, et du son, et du livre, et de l'information, et du programme éducatif. Il y a des perspectives en termes de création et de production d'œuvres et de contenus qui sont des perspectives gigantesques. On n'a pas fait 10% de toute l'exploitation qu'on va pouvoir tirer du mariage permis par ces outils technologiques et ces réseaux, du mariage de l'ensemble de ces industries de contenu. C'est gigantesque, c'est devant nous, sauf que ça ne peut pas se faire si on n'en crée pas une économie, si on ne crée pas une économie qui va permettre de développer ça. Donc valoriser ou dévaloriser les industries de contenu dans un univers numérique est une contrainte pour développer tout ça. Valoriser permet de développer tout ça. Nous, on pense que c'est difficile de valoriser dans l'univers du numérique, que c'est possible qu'il soit difficile de valoriser dans l'univers numérique. Par contre, on pense que si ce n'est pas valorisé, il y a d'autres industries qui vont en profiter. C'est celles qui distribuent les contenus. Et donc, se pose la question d'une éventuelle équation, péréquation, mécanisme de redistribution de la création de valeur entre ceux qui profitent de cette création de valeur et ceux qui la produisent. Voilà. Alors, il existe des modèles. Le cinéma, par exemple, a commencé assez tôt et il a l'habitude de se mettre en perspective de façon ingénieuse, on va dire. Il y a des mécanismes de redistribution qui existent déjà et qui sont, à notre avis, très pertinents. Et nous avons développé récemment une tentative sérieuse, très professionnelle, qui a regroupé l'ensemble de la filière musicale et qui s'est calé, ou qui a essayé de calquer un modèle sur le modèle du cinéma en France en particulier, qui était cette initiative de partage d'une taxe sur les fournisseurs d'accès Internet, ce qu'on appelle la TST distributeur, entre le monde du cinéma qui en profitait seul, au-delà d'un certain nombre de revenus qu'eux ont organisés dans leur modèle et dans leur univers, et qui est une taxe qui a généré, ou dont le rendement s'est avéré évidemment assez extraordinaire et proportionnel au développement des opérateurs de réseau. Une taxe que le monde du cinéma semble ne pas avoir utilisée à plein, et donc se posait la question du partage de cette taxe entre l'industrie du cinéma et éventuellement l'industrie de la musique, qui nous semblait être assez intéressant parce que la logique est la même. Les opérateurs de réseau profitent des contenus. Les opérateurs de réseau peuvent contribuer au financement des contenus. Donc on avait un projet de Centre national de la musique qui regroupait ou qui avait obtenu un consensus très fort d'une filière qui a plutôt pas tendance à trouver des consensus facilement et qui nous paraissait être la seule réponse appropriée à la problématique que l'on vient de vous présenter. Donc le cadre légal et l'équation entre les opérateurs techno et les industries de contenu sont les deux thèmes qui nous paraissent adaptés pour créer ce mariage magnifique contenu, réseau, technologie qui sera créateur de valeurs économiques, sociales, culturelles, politiques, démocratiques. Bref, un enjeu de société monstrueux. Sur le cadre juridique et légal, je voudrais développer un certain nombre de points qui me paraissent très importants pour entrer concrètement dans des pistes et des mécanismes qui permettraient de préserver et d'améliorer la défense de la propriété intellectuelle. Encore une fois, et vous l'avez bien compris, l'enjeu n'est pas de s'arc-bouter sur des modèles économiques dépassés. La musique a accompli sa révolution numérique, d'autres ne l'ont pas encore fait, et il est fondamental de préserver la création d'un grand marché de la musique numérique et plus généralement des biens culturels dans ce domaine. Et pour ce faire,
la défense de la propriété intellectuelle, la protection plutôt de la propriété intellectuelle, n'est pas un outil qui est uniquement au service des détenteurs de droits, mais qui est au service de la création de ce marché. Je crois qu'il ne faut jamais l'oublier parce qu'on nous oppose volontiers, nos détracteurs qui sont nombreux, nous opposent volontiers le fait que les industries culturelles sont souvent basées sur des modèles de rente, sur des modèles de préservation, de modèles économiques qui leur paraissent dépassés. Ça n'est absolument pas vrai dans le domaine de la musique, si tant est que ce soit vrai ailleurs. Et par conséquent, les cadres juridiques que nous souhaitons préserver et améliorer, conforter, modifier, adapter, sont au service d'un objectif fondamental qui est de développer le mariage, un mariage harmonieux des contenus et des réseaux. Vous l'avez compris. Alors, pour être très concret, quelques points. Alors, d'abord, vous le savez, et nous sommes, je crois que c'est un objectif qui est partagé par la majeure partie des représentants des industries culturelles, que ce soit le cinéma, l'audiovisuel, la musique, le livre dorénavant, il faut préserver le régime de la réponse graduée et mieux lutter contre toutes les formes de contrefaçon numérique. Alors, préserver le régime de la réponse graduée, tout d'abord parce que ça constitue un repère pour les internautes, pour le public. Aujourd'hui, je crois que tout le monde sait que ce régime de prévention et de sanction existe, qu'il a commencé à se déployer, non pas encore de façon massive, parce que l'ADOPI n'avait pas mis en place toutes les ressources techniques et humaines nécessaires pour, si j'ose dire, fonctionner à plein régime, c'est-à-dire que le régime d'envoi de messages de recommandation, suivi de messages d'avertissement et de sanctions éventuelles à la charge des tribunaux, ce système aujourd'hui, il est au milieu du gué. Donc ce que nous disons, ce que nous avons déjà dit, c'est que mettre un terme à un mécanisme qui a commencé à faire ses preuves parce que dans l'esprit des internautes et du public, ils savent, beaucoup de gens savent aujourd'hui que l'ADOPI fonctionne et que la ligne jaune qui est susceptible d'être franchie, donc les infractions à la propriété intellectuelle, peuvent avoir un certain nombre de conséquences. Donc l'existence de ce régime aujourd'hui est dans les esprits. Et donc ce repère, il ne faut pas le perdre et il faut au contraire passer à une vitesse supérieure. Je lisais hier que l'ADOPI a pour objectif d'augmenter de 38% à partir de 2013 le nombre d'envois. Donc il faut passer effectivement à une vitesse supérieure pour qu'effectivement le mécanisme de prévention-sanction fonctionne de façon optimale, si je puis dire. Donc il faut garder ce régime, le faire évoluer. Aujourd'hui, nous ne venons pas avec des propositions clés en main. Je crois que l'ensemble des ayants droit réfléchissent en ce qui concerne le mécanisme de la sanction à peut-être des évolutions. Je ne vais pas les évoquer aujourd'hui, mais nous ne sommes pas fermés à améliorer le régime de la sanction en gardant l'étage de la prévention. Dans quel sens ? Je crois que c'est une discussion qui doit avoir lieu entre les ayants droit. Je crois que ça serait illusoire d'avoir des positions isolées. Je crois que nous serons beaucoup plus forts et crédibles si nous avons des positions. On y travaille entre le cinéma, la musique, l'audiovisuel. Je pense que des propositions pourront être faites au cours des semaines à venir dans le cadre de votre mission. Donc nous disons simplement, nous rappelons la nécessité de préserver ce cadre, éventuellement de le faire évoluer pour le rendre plus efficace à certains endroits. Le deuxième point sur lequel nous insistons, c'est de renforcer également les pouvoirs de l'ADOPI en matière de sanctions contre ce que j'appelle la vraie contrefaçon commerciale et les pouvoirs d'injonction vis-à-vis des hébergeurs en matière de déréférencement. C'est une position qui est partagée par l'ensemble des producteurs phonographiques. Donc je passe là-dessus très rapidement. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un certain nombre de sites, on l'a vu avec Mega Upload à l'étranger, vous avez des sites principalement basés à l'étranger qui vivent de la piraterie. Il faudrait donner davantage de moyens juridico-légaux à l'ADOPI pour lutter contre des annonceurs, des régies publicitaires, via notamment des campagnes de sensibilisation, à l'égard également des organismes de paiement. Ça existe en Angleterre, c'est-à-dire frapper
de façon plus efficace là où se situe l'argent et là où s'organise une piraterie commerciale qui n'a rien à voir avec la piraterie des internautes. Bon. Je peux ajouter juste quelque chose, Jérôme. Le gros problème en fait qu'on vit aujourd'hui, c'est que cette révolution technologique n'a pas été du tout accompagnée, et là je pense qu'il y a une responsabilité au niveau des États européens, il n'a pas du tout été accompagné par une révolution légale. C'est-à-dire que quand vous avez un changement de consommation au niveau du social, il faut réfléchir à la loi qui accompagne ce changement de consommation. Et je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence des groupes avec qui on discute, je veux dire, aujourd'hui, quand vous parlez au patron de RapidShare ou au patron de Google, je suis désolé, ce n'est pas le patron de la FNAC. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une dimension mondiale et une dimension technologique où ils jouent déjà 4 ou 5 coups d'avance sur la technologie. Ils connaissent les modèles. On parle de download. On sait très bien que dans 5 ans, on ne sera que sur le stream. Et que toute cette révolution technologique non accompagnée par une révolution juridico-légale a totalement détruit, entre guillemets, les actifs de millions de producteurs. Les multinationales se sont démerdées comme elles pouvaient en tirant des parts de ces sociétés-là ou en faisant des petits coups sous la table aux États-Unis. Tout le monde connaît, et j'ai pas honte de le faire enregistrer, ce deal Google, YouTube et les multinationales. Elles ont tiré de l'argent de ce deal entre YouTube et Google, ce rachat de YouTube. Il a été fait en donnant de l'argent aux multinationales pour effacer le passé. D'accord ? Et toutes les procédures qui auraient pu avoir eu lieu aux États-Unis, les indépendants comme nous, on a été coincés et on est en procédure contre ces gens-là. Le juridique n'existe pas. On a créé cette notion d'hébergeur qui a fait passer un média du futur pour un nouveau concept, et donc la loi ne s'appliquant plus pour lui. Et les grands opérateurs de télécom et leur grand lobby européen à Bruxelles, non mais il ne faut pas stopper l'Internet, il ne faut pas stopper la modernité, il ne faut pas stopper la technologie. Oui, mais à quel coût ? Aujourd'hui, au coût où nous sommes plus qu'une vingtaine de grands, entre guillemets, producteurs indépendants et au niveau européen. Et vous avez vu que les multinationales, leur seule solution, c'est l'économie d'échelle, c'est-à-dire se bouffer entre elles, mais elles ne résoudront pas le problème de fond, qui est que ce monde a changé, que la distribution a changé, et que l'outil de protection juridique qu'on avait et qui nous a sauvés n'existe plus aujourd'hui. D'accord ? Alors, pour poursuivre sur la problématique du cadre juridico-légal, il faut être précis. Nous souhaitons également que la loi puisse donner à l'ADOPI un pouvoir d'injonction vis-à-vis de ce qu'on appelle les intermédiaires techniques pour les conduire à mieux coopérer dans la lutte contre la contrefaçon, notamment en matière de déréférencement de sites. D'autres organisations ont proposé un tel système. Je ne développe pas. Je pense que c'est quelque chose de très très important. Il y a un autre point sur lequel, pour compléter ce que vient de dire Emmanuel, nous souhaitons que la loi évolue. Vous savez qu'il y a une directive e-commerce de 2000 qui, en fait, déresponsabilise de facto ou qui prévoit un régime de responsabilité très limité vis-à-vis des hébergeurs, plus généralement des intermédiaires techniques. Cette loi, elle a été faite il y a 12 ans dans un contexte qui n'a plus rien à voir avec l'évolution des modèles. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'un hébergeur, souvent d'ailleurs c'est aussi un éditeur de site, il est quasi irresponsable par rapport à ce qu'il fait. C'est un véritable problème pour permettre un déploiement harmonieux de l'économie des biens culturels sur le numérique. Et donc il faudrait que la loi française, elle évolue. Aujourd'hui, pour être très concret, vous avez des arrêts de cassation qui sont d'une portée très grave, non seulement pour le cinéma, mais pour la musique, parce que la directive européenne et la Cour de cassation disent qu'il n'y a pas d'obligation de surveillance permanente qui pèse sur les hébergeurs, et notamment les moteurs de recherche. Ce qui fait que quand vous faites une première notification, alors vous avez un moteur de recherche qui agit promptement, très bien, mais le contenu, il réapparaît sur un autre lien immédiatement. Et c'est une course-poursuite permanente. Il suffirait simplement de prévoir une petite modification législative, et on vous fera des propositions concrètes là-dessus, qui permettraient de mettre en place ce qu'on appelle un stay-down dans notre jargon, c'est-à-dire que dès lors qu'une première notification a été faite, la loi obligerait l'hébergeur, le moteur de recherche, à mettre en place de façon légale les dispositions nécessaires
pour éviter que le lien réapparaisse. Et pas simplement de façon volontaire. Vous avez aussi aujourd'hui des systèmes de ID contente, etc. Ça fonctionne plus ou moins correctement, mais il faut aller plus loin. Et pour terminer, à l'échelle européenne et mondiale, vous indiquiez tout à l'heure que vous souhaitiez élargir vos réflexions non seulement au niveau régional mais au niveau européen. Il faut que votre mission puisse aboutir aussi à ce que la France prenne l'initiative au niveau européen de faire évoluer cette directive pour avoir un régime de protection beaucoup plus amélioré par rapport à ce qui existait en 2000 quand tout ça était balbutiant. Et pour terminer là-dessus, ce qu'on souhaite, avant d'évoquer effectivement la problématique du financement qui est fondamentale, parce que derrière tout ça, il y a un immense transfert de valeur considérable qui a été fait au détriment des industries de contenu. Il y a un certain nombre de solutions que nous souhaitons voir écartées. Je passe rapidement là-dessus parce que nous avons déjà pris et développé des positions très claires depuis une dizaine d'années, depuis le débat sur la loi d'AFSI dans les années 2004-2005. Nous ne sommes pas du tout favorables à une gestion collective obligatoire, c'est-à-dire un mécanisme autoritaire qui imposerait aux producteurs de phonogrammes d'exploiter leurs enregistrements dans un cadre de gestion collective imposée. Pour nous, ça n'a aucun sens, pour une raison très simple, Stéphane l'a dit tout à l'heure, c'est que tous les catalogues ou presque aujourd'hui sont disponibles. Nous on veut ça, on est d'accord pour une gestion collective obligatoire dans le cinéma. Mais oui, et moi j'aimerais bien regarder les films chez moi, j'ai pas accès aux films parce que les films ne sont pas accessibles. Parce qu'il y a une chronologie des médias. Donc moi, une gestion collective obligatoire, si ça concerne le cinéma, je trouve que ça a un sens. Dans la musique, ça n'a aucun sens. C'est de l'humour, ça. Pardon? C'est de l'humour. C'est de l'humour? Ben non, c'est de la logique. Moi, on est en train de développer des idées. Ça va être dur à passer. Bon. Ça va être dur à passer. Ah mais ça, c'est plutôt votre problème. Moi, moi, j'aime bien qu'on me soumette des problèmes insolubles, mais comme on a un vrai problème politique de pédagogie et d'imposer une pédagogie dynamique, il ne faut pas le dire comme ça. Je comprends ce que vous voulez dire. Non, évidemment. Je comprends ce que vous voulez dire, mais ne formulez pas comme ça. C'est de l'humour d'une certaine manière. C'est sérieux sur le fond, c'est de l'humour dans la forme. Oui. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas contre la gestion collective, voire la gestion collective obligatoire quand elle a un sens. Oui. Dans la musique, elle n'a strictement aucun sens. Les catalogues sont disponibles. De la même façon que je n'ai pas fait cette remarque tout à l'heure, mais je vais la faire maintenant, puisque on est dans le petit quart d'heure humour. Moi, la Hadopi, la protection juridique, le cadre juridico-légal, c'est important pour préserver quelque chose que l'on a déjà fait avec des publics qui sont dans des usages massifs sur des offres légales numériques du futur dans la musique. J'ai beaucoup moins de problèmes avec le cadre juridico-légal que le cinéma. Le cinéma aujourd'hui souffrira dans les années qui viennent beaucoup plus du piratage que le monde de la musique, puisque les usages sont massifs sur des offres légales aujourd'hui dans la musique. Donc moi, à la limite, souvent, parce que le monde de la musique a souvent été en première ligne puisqu'il a été le plus rapidement touché par le piratage, je dirais quasiment vers 2003-2005. Donc c'est le monde de la musique qui a pris cette habitude de faire des sorties médiatiques en face du public pour dire le piratage c'est insupportable, vous êtes tous des pirates, il faut tous vous mettre en prison. Moi aujourd'hui je conseille à toute la filière musicale d'arrêter de parler du piratage, ça ne nous concerne plus. Laissons parler le cinéma du piratage, parce que eux, ils sont plein dedans. Laissons parler la presse ou les producteurs d'information du piratage de leur contenu, ils sont dedans. Le livre un jour, il sera aussi, mais nous, c'est fini. C'est fini, sauf que s'il y a quelqu'un qui arrive avec une magnifique idée qui s'appelle « On ouvre toutes les vannes », eh ben on va se retrouver à côté du monde du cinéma et du livre et de l'ensemble des industries de contenu, parce que là, tout le projet économie numérique, économie de la connaissance, vole. Alors je vais, pour terminer sur le cadre juridico-légal, sur les solutions à mettre en œuvre ou à conforter défense de la propriété intellectuelle et les solutions à écarter,
Pour terminer, Stéphane m'offre une transition. Pour terminer sur un point qui fait l'objet de débats publics et de polémiques sans fin depuis bientôt une dizaine d'années, c'est le fameux concept de la légalisation des échanges dits non marchands qui pourrait donner lieu à une forme de licence globale ou à un Canada Dry de la licence globale, avec une rémunération qui pourrait être de type copie privée en contrepartie de cette légalisation de ce qu'on appelle les échanges non marchands. Alors, quelques considérations rapides là-dessus, et encore une fois, on vous remettra par la suite une contribution écrite pour préciser tous ces points. D'abord, la mise à disposition illicite d'enregistrement sur les réseaux pair à pair ne peut pas être assimilée à des échanges dans une sphère non marchande. Ce n'est pas de la correspondance privée, donc ce n'est pas un échange. Le concept d'échange non marchand, juridiquement, ne veut rien dire. Quant au caractère prétendument non marchand de ces échanges privés, moi je rappelle que les logiciels pair à pair font l'objet d'une monétisation de la part de leurs concepteurs qui gagnent beaucoup d'argent dessus. Alors pas les internautes, mais hier c'était les Grokster, les Casa, les Pirate Bay, les RapidShare, etc. Sur le plan du droit constitutionnel, je rappelle ce qui a déjà été dit largement, c'est que une légalisation partielle ou totale de ces échanges dits non marchands, totalement contraire à la Constitution française, c'est contraire au droit international, à tous les engagements internationaux de la France. Et puis surtout, pour moi, il y a une considération également fondamentale, c'est que tout simplement, si on met ça en place, ça a une conséquence directe. C'est que vous tuez la dynamique du marché de la musique légale, non seulement la dynamique, mais vous tuez ce marché. Parce que vous mettez en concurrence une légalisation de ces échanges par rapport sur un même marché qui est la mise à disposition de biens protégés par la propriété intellectuelle sur les réseaux. Vous mettez en concurrence d'une part des échanges non marchands légalisés avec une rétribution à définir, soit pris sur le consommateur, soit pris sur les réseaux, mais peu importe, en face d'une dynamique de construction d'un marché qui repose sur la protection des droits. Vous mettez en concurrence ces deux éléments, qu'est-ce qui se passe? La mauvaise monnaie chasse la bonne et vous tuez le marché de la musique enregistrée, tout simplement. Et en plus, vous accélérez la décroissance du marché du CD, puisque vous donnez un signal fort aux consommateurs qui consiste à dire puisez largement dans les contenus protégés, la musique, et vous aurez simplement à payer une rémunération X ou Y. Non mais le truc de l'échange non marchand, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut donner au public et aux consommateurs. L'échange non marchand, c'est la possibilité d'écouter avec ses potes une musique ou un artiste auquel on s'identifie et on va créer une communauté sociale ou un lien social avec cet élément. Dans un cadre organisé par les ayants droit. Il faut absolument que cette possibilité existe, bien sûr, mais il faut le faire dans un cadre qui ne mette pas effectivement à mal l'économie numérique que l'on souhaite construire. Alors, on souhaite construire une économie numérique dans un marché, dans le cadre d'un marché économique traditionnel. Si demain, il y avait un projet de société qui souhaitait construire un mariage contenu, connaissance, selon d'autres mécanismes, il faudrait y réfléchir, mais je ne crois pas qu'on soit dans ce film. Donc si on veut créer un marché, ou si on veut développer ce mariage contenu réseau dans le cadre d'un marché traditionnel, on ne peut pas faire de licence globale, on ne peut pas faire d'échanges non marchands qui ne soient pas dans un cadre légal qui vise à monétiser. Okay ? Cet échange non marchand, encore une fois, il existe, le modèle existe. C'est Spotify et Deezer dans Facebook, et ce sont des millions d'utilisateurs qui font de l'échange non marchand légal qui cadre parfaitement avec le développement de ce que l'on souhaite faire dans une économie de marché. J'aimerais, si vous le permettez, vous poser une petite question sur l'argument selon lequel la légalisation de l'échange non marchand, c'est-à-dire, pour le dire rapidement, le peer-to-peer, tuerait la dynamique de l'offre légale. Est-ce qu'aujourd'hui, la force de l'offre légale ne réside pas plutôt dans son ergonomie, la facilité de l'accès qu'elle donne, les fonctionnalités de partage dont vous parliez, Stéphane Bourdoiseau, le partage sur les réseaux sociaux? Est-ce que tout ça ne fait pas la force de l'offre légale? Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas se dire, même si le peer-to-peer demain
devenait licite, les gens continueraient à aller sur des sites comme Deezer ou Spotify parce que c'est plus pratique. Après tout, Linux n'a pas tué Windows. Ok, alors moi, si j'ai un échange, si j'ai une légalisation du peer-to-peer, avec 200 000 €, j'organise Deezer et Spotify à la place de Deezer et Spotify, gratuit pour le consommateur. Mais là, on est dans l'échange on n'est plus dans le non marchand. Pardon? On n'est plus dans le non marchand. Mais il n'y a plus de Deezer et Spotify. Comment ça, on n'est plus dans le non-marchand? L'idée, c'est de donner un accès gratuit au contenu uniquement pour des utilisations privées non marchandes, pas pour la création Non, mais d'un tu nouveau parles, Deezer ou d'un nouveau Spotify. tu parles de l'ergonomie de Spotify ou de Deezer qui aurait cette capacité à créer finalement une concurrence valable face à du peer-to-peer. Mais moi, je te dis que je te transforme du peer-to-peer en lui mettant l'ergonomie de Spotify et de Deezer avec 200 000 €. C'est-à-dire que je tue Deezer et Spotify en 2 jours. Mais là, on n'est plus dans un usage non marchand, donc ça devient illicite, c'est ça que je veux dire. Pourquoi ça devient illicite? Je comprends pas. Si on part du principe qu'on légalise l'échange non marchand. Ouais. Mais tu Oui, dis ça que veut- ça l'échange, veut dire- tu supposes que l'échange non marchand a une ergonomie qui est inférieure à Deezer et Spotify. Je te dis non. Le problème, c'est que le prémisse du raisonnement qui consiste à dire Mais c'est il pas y vrai. a des échanges non marchands, C'est quoi la il est définition faux. d'échange non Le problème, c'est que le prémisse du raisonnement n'est pas bon. L'échange non marchand est un concept qui ne correspond à aucune réalité. Parce que, sauf à dire, il faut, pour des raisons sociales ou sociétales, qu'on peut, en prenant un peu de hauteur, concevoir, c'est partir du principe qu'on n'arrivera jamais à éradiquer, à s'attaquer véritablement à ce type d'échange pair à pair, ce qu'on appelle les échanges non marchands, parce qu'effectivement, l'internaute n'en tire aucun profit. C'est pour ça qu'on les qualifie d'échanges non marchands. Pour autant, dans une économie, dans un système, un état de droit qui est basé notamment sur le respect de la propriété intellectuelle, ces échanges non marchands sont interdits. C'est une infraction au droit de la propriété intellectuelle. Les convertir en échange, en une copie privée, c'est pervertir les mécanismes de la propriété intellectuelle. Il y a un point. Juste, je voudrais avoir la définition de l'échange non marchand. Dans l'esprit de ceux qui la proposent, c'est un échange qui n'a pas de but lucratif. Alors, Ben voilà. je vais vous raconter. Maintenant, on va passer un peu pratique parce que je trouve qu'on fait beaucoup de philosophie. Mais aujourd'hui, quand vous avez un nouvel album qui sort et que vous faites une recherche sur Google, les premières choses qui sortent, c'est RapidShare. Les premières choses qui sortent, c'est du non marchand, c'est du gratuit, c'est du download. Vous savez pourquoi on est sauvé? C'est du gratuit RapidShare. Il y a un site qui derrière en tire un profit. Oui, Oui, c'est clair. ben non, mais d'accord. Mais Non, mais- aujourd'hui, ce qui nous sauve sur RapidShare, c'est que c'est du download, c'est pas du stream. Aujourd'hui, on a d'une certaine façon pris un pas d'avance en sautant du download au stream avec des offres de stream qui sont aujourd'hui gratuites au sens monnaie, mais rémunérateurs pour les sites qui ont investi dessus et qui ont passé des deals avec nous, qui font que aujourd'hui on se sent mieux quand notre musique est mise à disposition gratuitement. Ça n'a pas remplacé le physique, ça n'a pas remplacé iTunes, parce que, mais on a fait l'effort de faire ce sacrifice économique, parce que je vous dis aujourd'hui, la plupart de nos industries ne s'en sortent pas, d'accord. Petit à petit, les indépendants sont en train de déposer le bilan gentiment, d'accord. Il faut le voir, hein. La courbe, elle est plutôt comme ça. Et donc, le gratuit échange non marchand, je trouve que c'est une philosophie bizarre aujourd'hui, parce que la musique, c'est le premier produit d'appel pour tous ces grands groupes technologiques, c'est Google, c'est RapidShare. Il y a le porno, le sport et le porno, le sport et la musique. Bientôt, il va y avoir le cinéma, ou il y a déjà le cinéma, parce que maintenant c'est de plus en plus facile de downloader un film, mais c'est les 4 produits d'appel qui font que ces gens-là font de l'argent et ont trouvé une porte ouverte, d'accord, dans la législation pour le faire. Je veux dire, les procès RapidShare, ils se sont perdus en Allemagne, d'accord. C'est-à-dire que la législation n'étant pas là, RapidShare a gagné, d'accord, sur les éditeurs de contenu. D'accord. Aujourd'hui, la législation a changé en Allemagne, même sur Google. Aujourd'hui, vous savez, sur Google, vous avez un contenu, vous ne voulez pas qu'il y soit, il faut demander qu'on l'enlève. S'il est remis par une personne, vous devez encore redemander sur tous les procès qu'on fait en disant vous n'avez pas le droit, YouTube, je ne vous ai pas laissé avoir ce contenu, on les perd, nous, aujourd'hui. D'accord. Donc, il faut vraiment se mettre à notre place, c'est-à-dire que c'est outre le fait qu'on n'a pas la loi avec nous, qu'on perd nos juges, ça demande
pour nous, une économie impossible à gérer. Le day-to-day pour voir si vous avez votre contenu et comment est votre contenu sur les sites, c'est impossible en matière de producteurs à gérer. Donc l'illusion de l'esprit du P2P ou du gratuit et de l'échange non marchand, vous vous rendez compte de la gestion? Alors que si vous dites et vous arrêtez au moteur de recherche ou FAI en disant écoutez, là vous pouvez mettre un petit frein, et ça ne gêne pas, puisque l'offre aujourd'hui en musique, elle est présente. Elle est présente. Ça éviterait peut-être des tueries d'ambassadeurs, je pense. Jean-Baptiste, j'ai l'impression que vous vous faites une idée de l'organisation de l'accès au contenu selon une capacité des différents accès de créer de la valeur d'un point de vue ergonomique. Alors, l'ergonomie n'a rien à voir avec le contenu. C'est un accès au contenu. Okay ? Je ne comprends pas cette hypothèse technologique que vous présentez, qui consiste à dire qu'il y a une valeur ajoutée forte de certaines fenêtres d'accès à des contenus et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée forte à d'autres fenêtres d'accès à des contenus. Et qu'entre ces différences de valeur ajoutée ergonomique, on est capable d'organiser l'accès à des contenus, y compris dans sa dimension économique. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire on va autoriser le peer-to-peer des séries télé ou des films parce que d'un point de vue ergonomique, c'est bien moins pertinent que iTunes et que donc par conséquent, ça n'est pas concurrentiel ou ça ne crée pas de concurrence à iTunes. Mais vous rêvez. D'un point de vue technologique, quelqu'un peut développer un logiciel de peer-to-peer économique et le mettre gratuitement, mais gratuitement sur le marché. Donc ensuite, vous pourrez aller chercher une économie derrière le mec qui a développé ça. Il l'aura fait gratuitement. Mais je pense que des mecs de 15 ans le font gratuitement, okay, pour s'amuser tous les jours, par équipe de 15, pour rendre un mécanisme de peer-to-peer ergonomiquement de la même valeur que Spotify ou iTunes. Donc je suis très 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 surpris par l'hypothèse que vous développez, qui consiste à dire n'est-il pas possible, ou que la question que vous posez, n'est-il pas possible finalement de légaliser le peer-to-peer parce que ergonomiquement c'est très inférieur aux fenêtres qui ont été développées dans le monde de la musique ou du cinéma. Je rêve, vraiment je rêve. Je rêve. Ma question avait pour unique objet de vous faire préciser votre pensée. Est-ce que vous avez fait? Je pense qu'elle est précise maintenant. Moi, je voulais revenir sur un sujet qu'on a peu abordé. Il me semble qu'un des périmètres de votre mission concerne l'exception culturelle, l'acte 2 de l'exception culturelle. Au-delà des pratiques de distribution et d'accès, il y a les pratiques qui permettent de faire connaître les artistes. Et là, on peut le dire très très clairement, Internet a complètement modifié la donne. Parfois pour un mieux, parce que, comme le disait Emmanuel, il y a des positions qui ne s'achètent plus dans la distribution. Par contre, en ce qui concerne les médias, l'accès aux médias, on n'est pas à armes égales. Je parle des artistes français, au-delà des producteurs. Les artistes français ne sont pas à armes égales avec les artistes américains ou anglo-saxons, parce que le curseur, aujourd'hui, devient le nombre de clics sur Internet. Les exemples sont nombreux. En ce moment, il y a cet artiste qui s'appelle Psy, qui a X dizaines de millions, et qui tout d'un coup, dont les médias traditionnels reprennent et diffusent le contenu parce qu'il a été validé par un certain nombre de clics. Quand vous êtes un artiste français, il est impossible d'imaginer, ne fût-ce que parce qu'il y a une barrière de la langue, d'avoir accès à un même nombre de clics. Donc forcément, lorsque vous vous retrouvez devant des médias locaux en France, vous êtes en concurrence vis-à-vis des gens qui ont une force surmultipliée. Auparavant, les quotas ont permis, les quotas de langue ont permis de préserver un précaré, mais ce précaré, on le sait tous, est remis en question régulièrement.
Et on a un double effet ciseau, c'est-à-dire que d'une part, les médias, les radios traditionnels, et on peut les comprendre, qui ont des impératifs d'audience, etc., vous disent, lorsque vous les rencontrez, attention, là, vous êtes en concurrence avec tel ou tel artiste pour lequel je sais qu'il y a une forte demande du public parce que ça se mesure en nombre de clics sur Internet. Et par ailleurs, donc vous ne serez jamais à armes égales, ni par le barrière de la langue, ni par le nombre de clics potentiels. Donc là, il y a probablement un rôle du législateur pour trouver de nouvelles formes de régulation, non seulement pour les artistes français produits en France, chantant, s'exprimant en français, mais aussi ceux qui s'expriment en langue anglaise, qui, même s'ils ont le même niveau artistique, n'auront jamais le même vivier potentiel. Donc ça me semble extrêmement important. Et une autre chose que je souhaitais préciser concernant la fameuse notion de partage de la valeur. Moi, je suis très très étonné, j'ai lu les contributions à cette mission de certains organismes professionnels qui représentent des artistes. Je suis très très étonné de constater que, et je crois que c'est la particularité des PME d'indépendants par rapport aux majors, ou aux TPE. Les TPE sont probablement davantage positionnés sur uniquement des artistes émergents. Nous, on voit arriver dans nos sociétés des tas d'artistes qui constituaient jadis la classe moyenne d'artistes, mais qui aujourd'hui, s'ils restent sur un périmètre disque, un périmètre phonographique uniquement, ne peuvent plus exister. Ils se tournent vers nous parce que nous pratiquons le 360 vertueux, c'est-à-dire qu'on peut s'asseoir avec eux, on n'a pas des règles de groupe qui nous sont imposées. On peut réfléchir avec eux à la meilleure exploitation possible de leurs œuvres. Et les exemples sont nombreux d'artistes qui ont, à l'aide de nos sociétés, des sociétés de nos tailles, redéfini des périmètres sur un 360 dont ils sont demandeurs. C'est peut-être la grosse nouveauté depuis 2 ou 3 ans. Et ce qu'on peut constater aussi, je pense que si on fait une analyse de ce qui se passe en termes de signature chez les majors, il y a un grand combat, une grande voracité des majors pour signer des nouveaux artistes qui émergent rapidement parce qu'ils sont bien équipés pour les identifier et ils sont bien équipés financièrement pour rafler la mise en surpayant le cas échéant. Et on peut leur reconnaître un certain savoir-faire, une certaine habilité dans le genre. Nous, on a un problème de financement qu'on souhaitait régler à travers le CNM et je pense que ce sujet va revenir sur le tapis via, comme le précisait Stéphane, un nouveau partage de la valeur. Il y a un rôle vertueux qu'il ne faut pas sous-estimer du producteur qui organise au mieux le périmètre de l'artiste. Et je suis assez étonné quand j'entends certaines organisations professionnelles représentatives d'artistes qui prône un discours qui n'est pas celui que j'entends, moi, de la part des artistes avec lesquels à l'ADAMI. Je ne suis pas du tout... dans mes pratiques au quotidien avec les artistes ne sont pas du tout sur les thèses de l'ADAMI. Au contraire, ils sont très, très demandeurs de s'asseoir auprès de nous pour essayer de... Ils ont besoin, clairement, qu'on produise un phonogramme pour qu'une tournée existe, pour que des revenus d'édition de droit existent. Et ils sont prêts à partager avec nous. Et par contre, la contrepartie, c'est que les contrats sont beaucoup moins longs qu'ils ne l'étaient auparavant. Et ça, nos amis de l'ADAMI ne le disent jamais. Donc l'artiste est davantage protégé aujourd'hui parce qu'il n'est plus lié par des contrats qui ont une durée assez... Je suis content de vous l'avoir fait préciser, comme ça ceux qui nous écoutent peuvent aller réécouter l'ADAMI et faire la balance. Oui, parce que sur le partage de la valeur, juste un mot, il faut que vous sachiez que traditionnellement, les royalties qui sont versées aux artistes principaux, qui sont sous contrat d'exclusivité avec un producteur, perçoivent entre 8 et 25% du prix gros hors taxe, c'est-à-dire du revenu qui est perçu par le producteur. Les auteurs sont rémunérés en droit de reproduction mécanique à hauteur de 9%, 9,009% par le producteur également pour ce qui concerne les supports physiques. Dorénavant, ils sont rémunérés directement sur le net, sur le prix de détail, sur la base de 12% du prix de détail. On est sur des repères économiques qui sont parfaitement identifiés, qui sont équilibrés, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le partage de la valeur, historiquement en France, les artistes sont mieux traités que dans les contrats anglo-saxons, il faut que vous le sachiez. Dans les contrats anglo-saxons, les artistes sont rémunérés la plupart du temps, dans tous les cas, après amortissement des coûts de production. Ça n'est pas le cas dans les contrats français. Donc globalement, les artistes français sont
très très bien traités, sont correctement traités. Les normes, les chiffres, les pourcentages que je viens d'évoquer sont cohérents dans le domaine du livre. Un auteur, je ne vais pas comparer un auteur à un artiste, mais un auteur dans le livre, il perçoit autour de 10% du prix qui est perçu par l'éditeur. Donc on est sur des repères économiques qui sont assez stables, assez cohérents d'une industrie culturelle à l'autre. Donc quand on entend des velléités de l'ADAMI de dire il faut rééquilibrer le partage de la valeur entre producteurs et artistes, ça ne correspond à aucune réalité économique et ça nourrit aussi ce fantasme de gestion collective obligatoire pour aboutir à un 50-50, c'est-à-dire un partage de licences légales qui rendrait impossible l'équilibre économique du moindre projet pour un producteur phonographique dans un tel contexte. Je peux préciser un truc. Mais comparons pas avec l'édition littéraire, ça n'a pas grand-chose à voir. Non mais il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser, c'est que il n'y a pas de contrainte ni d'obligation pour un artiste à travailler avec un producteur ou pour un producteur à travailler avec un artiste. On est dans un domaine contractuel, dans un univers concurrentiel. Moi, je paye certains de mes artistes sur des taux de redevance de 50%, donc ça n'a rien à voir avec les moyennes qu'on peut faire dans le secteur, mais qui peuvent être effectivement sur des contrats d'artistes traditionnels, peut-être à 8 à 12% dans l'univers du physique, mais qui montent déjà à 15, voire 20% dans l'univers du digital, parce que dans le digital, l'économie n'est pas tout à fait la même. Mais moi, j'ai des artistes à forte notoriété, qui ont des bases de fans qui sont assez larges, dans un univers où beaucoup de barrières à l'entrée sont tombées grâce à l'arrivée du numérique, et à qui je verse des redevances de 50% lorsque je fais un travail de producteur-développeur. Si je ne fais un travail que de distributeur, c'est même pas moi qui paye l'artiste, c'est l'artiste qui me paye pour un travail de distributeur, et qui me paye, je dirais, qui me paye 30% sur l'univers du physique, mais qui peut me payer plus que 15 ou 10% dans l'univers du digital. On est dans du domaine contractuel où le partage de la valeur s'opère de façon équilibrée dans un univers concurrentiel. Donc cette idée de plaquer là-dessus de la gestion collective pour rééquilibrer, je ne comprends pas non plus. Rééquilibrer quelque chose qui est dans un domaine contractuel, dans un univers concurrentiel, on a bien compris, là, comme on arrive au bout du truc, Oui. comme vous répétez tous un peu la même chose. Ouais, mais on veut, non, on mais veut c'est plus juste beaucoup que de temps. vous avez été chacun clair, Ok. que vous ayez le temps de tout dire, ça m'importe plus que le... D'accord. Donc peut-être on passe... On a bien entendu la contre-argumentation contre Parfait. l'ADAMI notamment. Parfait. Donc voilà, on a parlé du cadre juridico-légal, on a parlé un peu de 2-3 idées reçues, échangements marchands, licence globale, partage de la valeur. Tac. Voilà. Là, Pardon ? Ouais, dans le cadre juridico-légal. Donc là, il y a le volet financement, donc équation, technologie, contenu. Que peut-on faire pour nous assurer que dans le cas où on n'est pas capable de valoriser correctement les contenus dans l'univers du numérique, eh bien, ceux qui profitent de cette incapacité à valoriser les contenus nous rétrocèdent une partie de l'accroissement de valeur lié à cette incapacité à valoriser les contenus. Donc, pour nous, on vous renvoie à l'excellent projet du Centre national de la musique qui a fait l'objet d'un consensus après 18 mois de travail et je ne sais pas combien d'entretiens, de concertations. Il nous a raconté aussi. 120 auditions. Voilà. Non, mais pour nous, c'est un excellent travail. Évidemment, on crée quelque chose de nouveau, donc c'est avec le temps et l'expérience qu'on sera capable qu'on pourrait être capable d'adapter la proposition à une réalité à laquelle on sera confronté au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Mais pour nous, ce projet, il est extrêmement On a bien pertinent. retenu que si le coût
fonctionnement et de prospective du CNM n'était pas digérable. Le travail accompli par les gens en charge de l'installation du CNM, et vous tous singulièrement, méritait d'être regardé et d'être conservé et mis en pratique. Ben, ça nous paraît être une réponse parfaitement pertinente aux problématiques auxquelles on est soumis, et dans la musique et de façon un peu plus globale dans les industries de contenu, dans cet univers numérique. Voilà. Vous avez des questions, Frédéric ? Une petite question sur ce dernier volet que vous abordiez, sur le volet du financement. Vous avez beaucoup insisté sur le projet du CNM et donc notamment le volet taxation TST distributeur qui serait dérivé en quelque sorte vers la musique. Quid d'autres modes de financement? Enfin, vous évoquiez plutôt dans votre propos liminaire d'autres acteurs du numérique qui profitent de la valeur également créée sur les réseaux. Vous évoquiez les fabricants de terminaux, de devices, vous évoquiez d'autres des hébergeurs. Que pensez-vous de ces points? Les moteurs de recherche nous paraissent être des acteurs qui ont bénéficié d'un considérable transfert de valeur en 12 ans, enfin depuis l'arrivée grosso modo du haut débit, notamment en France. Au même titre que les FAI depuis 2007 payent au CNC, enfin via une taxe fiscale qui abonde le CNC et dont le rendement a été exponentiel depuis 5 ans, puisqu'on est passé théoriquement cette année, la TST sur les services de télévision payés par les distributeurs FAI aurait dû rapporter 322 millions au CNC, un peu moins compte tenu de la rétention faite par un certain nombre d'opérateurs de free, mais donc on est sur une progression exponentielle, de la même façon que le compte de soutien à la production cinématographique audiovisuelle est abondé en grande partie ou de façon importante par les FAI. Nous souhaitons qu'il y ait une dérivation d'une quote-part de cette taxe au profit pour financer un CNM en termes de new money, de la même façon que nous estimons tout à fait logique et nécessaire que les moteurs de recherche participent à un compte de soutien à la production musicale, plus généralement d'ailleurs aux industries culturelles, le cas échéant, et que ça nous paraît être du bon sens. Mais néanmoins, je me permets d'insister sur le fait que les principaux opérateurs qui ont bénéficié, tu le rappelais Emmanuel tout à l'heure, il y a eu une position mondiale, mais y compris européenne, qui consistait à trouver prioritaire, et a priori en termes d'intérêt général, on peut être d'accord avec cette idée, à trouver prioritaire de déployer les réseaux et les technologies qui étaient l'avenir, et peut-être pour y arriver le plus rapidement possible, de fragiliser un peu la propriété intellectuelle, parce qu'évidemment, en permettant un accès plus gratuit, on va dire, ou moins coûteux au contenu, on invitait les consommateurs à acheter les outils, à s'abonner au réseau, les outils technologiques et à s'abonner au réseau plus rapidement. Les opérateurs de réseau en particulier ont donc bénéficié de façon exceptionnelle d'un transfert de valeur, c'est-à-dire je vends un réseau, on avait même des publicités qui nous disaient abonnez-vous à mon accès Internet, vous aurez toute la musique et tous les films gratuits. Je fais une caricature, mais elle a existé sur du device, sur du Apple, je crois, plus que sur du réseau. Mais voilà le principe. Voilà le principe. Donc pour nous, et le cinéma a été magnifiquement capable de corriger ce transfert de valeur en incluant dans la loi en 2007, en mars 2007, le 12 mars 2007, à 15 heures, par voie parlementaire, s'il vous plaît. Donc il fallait aussi y aller de façon subtile, à corriger de façon pertinente, dans une logique économique, ce transfert de valeur. Pour nous, cette taxe sur les opérateurs de réseau ne devait pas aller uniquement au cinéma en 2007, mais devait d'ores et déjà aller au cinéma et à la musique. Donc il est très important aujourd'hui de garder en tête que, en termes de logique économique,
obtenir une taxe sur les opérateurs de réseau d'accès Internet, téléphonie mobile, accès Internet, nous paraît pertinent. Alors que ce soit la TST distributeur ou une taxe spécifique, ça c'est un débat qui est plus technique que je maîtrise moins. Dans tout le travail qui a été fait autour du Centre national de la musique, ce débat technique a été traité. Et il s'avérait qu'il était judicieux aujourd'hui de partager la TST distributeur au profit de deux industries plutôt qu'une. À cet égard, vous avez vu, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du CNC contient une observation très intéressante pour nous. La Cour des comptes considère que les ressources financières considérables dont dispose le CNC, je lis très exactement ce que contient ce rapport, peuvent parfaitement faire l'objet d'un prélèvement au profit d'un EPIC au service de la filière musicale. Donc ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Cour des comptes qui l'écrit noir sur blanc. Moi je voulais juste rajouter l'histoire des hébergeurs. La nouveauté quand même, c'est qu'il n'y a pas de taxe sur les hébergeurs. Aujourd'hui ça n'existe pas. C'est-à-dire que le concept intellectuel de dire que l'hébergeur doit participer à la production de contenu est quelque chose qui n'existe pas, qui est totalement nouveau entre guillemets. Et même le cinéma, qui est pourtant brillant en matière de lobby et de vision à long terme, l'a pas créé. Et je pense que la France a été très 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 en amont sur le principe du droit voisin, qui aujourd'hui est un principe quasiment mondial à part les Américains. Il faut savoir qu'à partir du moment où les Américains vont le mettre en place, ça va toucher énormément la France, vous savez, puisqu'on bénéficie des droits voisins entre guillemets américains et que ça bénéficie à la production et que le jour où les Américains le mettront en place, ils disparaîtront et ils iront plutôt vers les multinationales et on sera énormément affaibli parce qu'ils contribuent aujourd'hui à nous aider à produire. D'accord ? La filière, je ne sais pas si on l'a assez dit parce qu'on s'est un peu battu aujourd'hui pour insister sur des prises de position. Il faut savoir que la filière est extrêmement en danger. C'est presque comme la pollution, vous voyez ce que je veux dire ? Ça atteint tous les réseaux du producteur à l'artiste et on a besoin aujourd'hui, et c'est pour ça que j'attends énormément de cette commission, on a besoin de créer quelque chose d'intellectuellement nouveau. C'est de la participation de ces nouveaux gros groupes de communication que sont des instruments comme Google, moi qui me font encore plus peur que des boîtes de télécom, mais ces gens-là doivent participer à la production. D'accord ? Et au niveau local, ça commence à être accepté dans certains pays européens. Je vous l'ai dit, le procès Google-GEMA en Allemagne, il s'est gagné par la GEMA. D'accord ? Donc il faut rencontrer... La SACEM a fait un deal, aujourd'hui c'est 1 million d'euros par an que Google verse à la SACEM, ce qui est absolument ridicule. D'accord ? Et la GEMA a refusé ce schéma-là. La GEMA, qui est la société d'auteurs allemande, et elle a poursuivi Google. Pendant des années, Google n'a pas pu passer, YouTube n'a pas pu passer les vidéos d'artistes allemands et étrangers en Allemagne. Et aujourd'hui, ils ont perdu. Donc on attend, parce que ça va sûrement faire l'objet d'appels et de lobbies très puissants à Bruxelles, parce que ces boîtes-là ont des lobbies considérables. Je veux dire, et surtout, ils ont une stratégie qui est toujours se retourner vers la liberté individuelle. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est triste, la Depi, à la fin, d'attaquer un individu parce qu'il a fait un acte comme dans une pâtisserie. Vous n'avez pas le pâtissier, le petit garçon, il va prendre un gâteau. Parce que si vous avez 2000 gâteaux devant vous, 200 gâteaux devant vous, vous le prenez le gâteau s'il n'y a pas le pâtissier. Et bien, je pense qu'aujourd'hui, Google a offert, sans nous demander notre avis, l'ensemble de notre répertoire à disposition. Et Google et RapidShare et XY. Et aujourd'hui, ces individus, s'ils peuvent le prendre, ils le prennent. Mais moi, je dis que si Google peut participer à l'effort de production, il faut qu'il le fasse. Et pour ça, il faut créer la structure qui fasse qui participe. Hein. À part la petite fondation qu'ils ont promis à Sarkozy il y a 2 ans, qui était une vaste rigolade. Hein, ils ont dû lui promettre d'autres choses sur le côté, puisqu'on a oublié Google et on s'est tourné vers la Depi. Je pense qu'aujourd'hui... Hein ? Ne dites pas ça, Emmanuel. J'ai rien dit d'autre, je l'enregistre. Mais je pense que c'est important qu'aujourd'hui, on fasse passer le message, parce que les FAI, c'est génial et ça existe, donc c'est vrai qu'on a raison d'y insister, mais aujourd'hui, Google, ça n'existe pas, d'accord ? Et je pense qu'il faut l'inventer.
Adopi, pour nous, je crois que c'est un regroupement de pâtissiers, un peu, pour prolonger l'exemple de... Voilà, c'est de remettre des pâtissiers dans la pâtisserie. Pas, il faut l'inventer, c'est un beau mot de la fin. La taxe Google n'existe pas. Oui. Merci à vous tous, merci à l'UPFI et au SPPF. Merci beaucoup. La SPPF, la SPPF, la société. Et en tout cas, ce que je voulais vous dire, je le dis à terme régulier, on continue les auditions, vous étiez les 26e entendus, on continue jusqu'à la fin décembre, mais on va être amené avec vous, vous deux, vos deux organismes, à vous revoir entre janvier et fin février, où là on aura des discussions plus techniques, où on entrera dans la pratique, y compris de façon contradictoire, pour aboutir à des propositions, et forcément vous serez partie prenante. Ok ? Merci beaucoup. Merci.